Chers amis téléspectateurs, amis de Lumen Christi, loué soit Jésus-Christ. Merci d'être sur votre émission Santé et Bien-être. C'est au sein que nous avons tous été nourris, allaités. Même, nous pouvons le dire, la langue, nous l'avons bu au sein de notre maman. Et pourtant, ces seins et ces seins peuvent arriver à contracter une maladie qu'on appelle le cancer des seins. C'est quoi cette maladie, le cancer des seins? Comment attrape-t-on cette maladie? Comment contracte-t-on cette maladie? Et une fois que cette maladie survient, comment faire le traitement? Comment se soigner? Nous avons sur ce plateau une gynécologue obstétricienne, docteur Sautin Marilyn. Elle est épouse Sanda. Elle est là, sur ce plateau, pour nous donner quelques explications sur cette maladie. Docteur, loué soit Jésus-Christ. Maintenant et à jamais, Père Benjamin. Soyez les bienvenus sur ce plateau. Merci. Aujourd'hui, nous voulons parler du cancer des seins. Éclairer un peu la lanterne de nos sœurs, de nos mères et des auditeurs, des téléspectateurs sur cette maladie. D'entrée de jeu, est-ce qu'on peut définir un peu cette maladie en termes très simples pour nos sœurs qui nous écoutent et aussi les hommes? Merci, cher Père. En termes très simples, moi je dirais que le cancer des seins, c'est une vilaine maladie. Le cancer est une vilaine maladie. Une très vilaine maladie qui s'attaque au sein et qui commence par se développer de l'intérieur au niveau des éléments qui constituent les seins. Depuis l'intérieur. Depuis l'intérieur, au niveau des canaux ou bien au niveau des lots. Vous savez, les seins sont bien denses. C'est un tissu très dense au niveau des seins. Oui. Donc, c'est vraiment une vilaine maladie, une multiplication anarchique comme tout cancer. Vous savez, tout cancer est multiplication anarchique. C'est-à-dire que des cellules, pour une raison X, commencent par se multiplier, et ça grandit, et ça évolue de proche en proche, et puis ça s'étend, et puis ça peut même atteindre après tout l'organisme ou d'autres organes, et puis c'est fini. Vous voyez, donc c'est une très vilaine maladie. Multiplication anarchique de certaines cellules à l'intérieur des seins. À l'intérieur des seins. Donc retenons que c'est une vilaine maladie. C'est une vilaine maladie qui attaque les seins. Qui attaque les seins. Et ça commence à l'intérieur, on ne le sent pas, on ne le voit pas. Il est très vilain. Et comment commence cette maladie? Voilà, comment est-ce que cette maladie commence? Cette maladie peut commencer de plusieurs façons. De plusieurs façons. Cette maladie peut commencer simplement par une douleur au niveau des seins. Simplement. Elle peut commencer par un écoulement. Elle peut commencer par la présence d'une petite boule, d'un nodule qu'on sent. Elle peut commencer par plusieurs manières. Donc, l'essentiel, voilà pourquoi, comme on sait que lorsqu'elle donne des signes, c'est qu'elle est déjà là. Lorsqu'elle se manifeste, c'est qu'elle est déjà là. Lorsqu'elle se manifeste, c'est qu'elle est déjà là. Le mal est déjà là. Le mal est déjà là. Mais attention, il y a des maladies bénignes des seins qui ne sont pas cancer. Il y a d'autres maladies des seins qui ne sont pas cancer. Mais le cancer lui-même, lorsqu'il est déjà là, manifeste, que je vois maintenant sur ma peau une plaie à bord irrégulier, ou bien que ça sointe, ça sent, et parce que j'avais vu des boules ou une boule dedans et j'ai négligé, et j'avais mal et j'ai pris du paracétamol sans aller consulter, ou bien j'ai un aspect froissé de la peau, aspect peau d'orange comme les petits points qu'on voit sur une peau d'orange, des choses comme ça, et je n'ai pas taillé d'importance à ça, et ça a évolué avant maintenant que c'est quand la douleur m'a dépassé, ou c'est quand la boule elle a été bien grosse, ou j'ai vu maintenant d'autres boules dans les aisselles ou ailleurs, que maintenant je viens
à l'hôpital. Vous voyez, alors que c'est une maladie qui simplement peut être évitée. Elle peut être évitée. Très simplement. Alors, avant d'aller sur comment éviter, qu'est-ce qui cause alors? Est-ce qu'on a une connaissance des causes de cette maladie? Alors, parlant de causes, nous allons plutôt parler de facteurs de risque. Parce que nul ne peut dire aujourd'hui, voici ce qui cause le cancer des seins, évitez-le et c'est fini. Non, Père, c'est pas ça. Mais il y a des facteurs de risque, notamment les facteurs familiaux. Je prends par exemple les facteurs familiaux. Si un parent de premier degré, par exemple, j'ai devant moi une patiente dont la maman a eu à souffrir d'un cancer des seins, cette femme-là est déjà exposée à 50%. Elle est prédisposée. Elle est prédisposée à 50% à développer un cancer des seins. Simplement parce que sa maman a souffert de ce cancer-là. Très bien. Il y a aussi l'âge de la puberté et l'âge de la ménopause. C'est-à-dire les femmes qui sont restées pendant longtemps exposées aux hormones. Alors qu'aujourd'hui, nos enfants deviennent très rapidement pubères. Très rapidement. Vous voyez donc la puberté précoce et la ménopause tardive. Si déjà maintenant j'ai mon enfant qui à 10 ans a eu les menstrues, ça doit déjà faire un clic dans ma tête. Je sais que je dois surveiller mon enfant. D'ailleurs, tous les enfants sont à surveiller. Tous les enfants sont à surveiller. Mais un enfant qui a eu ses menstrues très précocement, ou bien alors une maman, une soeur, une amie qui jusqu'à 55 ans ou plus a encore ses menstrues. Vous voyez ça, c'est des catégories de femmes qui restent longtemps exposées aux hormones. Donc ça, par exemple, c'est un facteur qui prédispose déjà au cancer. Les femmes qui ont eu leur première grossesse après 30 ans. Après 30 ans. Les femmes qui n'ont jamais allaité. Vous voyez, jamais allaité. Ça, c'est quelques catégories de femmes qui sont à risque. C'est pas que forcément, parce que j'ai eu mon premier bébé après 30 ans, forcément je vais développer un cancer des seins. C'est pas ça. Mais je suis un sujet à risque de développer un cancer de sein. Parlant d'hormones, une femme par exemple qui est restée sous oestroprogestatif, donc sous pilule, pendant plus de 10 ans, elle s'est exposée pendant longtemps. Donc à 25 ans, elle a commencé et à 35 ans, elle est déjà exposée. Il faut qu'elle change de méthode parce qu'elle est déjà un facteur de risque, elle est déjà un sujet à risque de développer un cancer des seins. Donc ça, c'est quelques éléments. Et puis, Père Benjamin, l'environnement et nos habitudes. L'environnement et nos habitudes. Et nos habitudes. Nos habitudes alimentaires. Vous voyez, la consommation d'alcool. Tout de suite, quand on parle d'alcool, nous voyons le tube digestif. On dit, bon, il sera exposé au cancer. Mais non, il y a d'accord le tube digestif au premier rang, mais il y a aussi le cancer des seins. Parce que l'alcool joue un rôle dans la production de l'oestrogène, qui fait partie des deux hormones, par exemple, contenues dans une pilule. C'est bien ça. Vous voyez. Et puis, le tabac. Le tabac. Et quand nous parlons du tabac, on vise le cancer des poumons, c'est les poumons. Mais non, poumons d'accord au premier rang, mais il y a aussi le cancer des seins aussi, parce que le tabac aussi, ça agit dans la survenue du cancer des seins. Le tabac aussi agit. Vous voyez, l'alcool, par exemple, l'acide folique qui nous protège, l'alcool va interférer sur l'acide folique, l'alcool va interférer dans la production de l'oxygène. Donc, notre mode de vie. Notre mode de vie. Bien s'alimenter. Avoir une hygiène de vie saine. Une hygiène de vie saine. Quand nous mangeons mal, vous savez, l'obésité, c'est le lit de plusieurs maladies. Donc nous devons contrôler notre rapport poids-taille. D'où un peu de marge, l'importance de l'activité physique aujourd'hui, personne ne l'ignore. Donc là, c'est des facteurs de risque de développer le cancer des seins.
Et puis attention, même si c'est 1%, les hommes aussi peuvent faire le cancer des seins. Les hommes aussi. Merci, on apprend beaucoup. Merci, donc les hommes aussi. Donc tous autant que nous sommes, nous avons à surveiller notre mode de vie pour mener une mode de vie saine. Vraiment. Et tenir compte des antécédents familiaux dans notre quotidien, et savoir ce que nous mangeons, et savoir quoi manger, quand manger, comment manger. L'alimentation, surtout aujourd'hui. Oui, l'alimentation. D'accord, alors voilà. Okay. Donc, il y a plusieurs types de cancers, il paraît. Oui, ça, il y a plusieurs types de cancers. Mon père, il a des cancers hormonodépendants. Il y a plusieurs types de cancers des seins. Oui. Mais si vous permettez, parce que tout à l'heure, vous allez me dire que les minutes sont passées, je préfère insister parce que ça, c'est purement pour le personnel soignant. Quand ça permet de choisir les médicaments pour le traitement, quoi prendre pour la chimiothérapie, c'est ça. Mais je préfère aller d'abord sur... la prévention. La prévention. Oui, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La prévention du cancer des seins. Oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Un seul mot à ne pas oublier à la fin de cette émission, c'est l'autopalpation. 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 Un geste gratuit. Un geste fait par soi-même et qui permet d'éviter, de prévenir le cancer des seins. C'est l'autopalpation, cher père. On peut en parler un peu plus. De quoi il est question? Oui. Il est question que la femme s'examine une seule fois le mois. Une seule fois, ça suffit. À quel moment? Le moment de choix. C'est à la fin des menstrues. À la fin des menstrues. Parce qu'à la fin des menstrues, les seins sont bien souples, faciles à être examinés. Vous voyez, une seule fois, à la fin des menstrues. Par qui? Par la femme elle-même. Par la femme elle-même. Voilà, mais là, nous sommes sur Lumen Christi. Pour le Christ, les mariés, nous sommes un. Pour vous dire le rôle aussi parfois très déterminant de l'époux de l'homme dans cette maladie-là. Parfois, c'est l'homme qui vous dit, ah docteur, tiens, j'ai senti qu'il y a une boule dans les seins de mon épouse. Et cette boule n'était pas là. C'est ça. Vous voyez? Donc, c'est vraiment capital. Donc, nous revenons à l'autopalpation des seins. Quand? À la fin des menstrues. À quel rythme? Mensuel. Une seule fois. Une seule fois. Maintenant, dans quelle position? Les 3 positions. Debout. Debout. Devant une glace. Donc, debout devant mon miroir. Assise, puis allongée, puis couchée. Puis couchée. À quel moment je dois palper les seins? Ce n'est pas quand je vais au marché et que je suis pressée que je dois palper les seins. On se donne du temps. Une fois par mois, un moment où je suis vraiment disponible et j'ai le temps à consacrer pour moi. Parce que vous savez, le rôle d'une femme, elle est épouse, elle est mère, elle est professionnelle, elle est tout. Dans la famille, vous savez ce qu'elle représente. Et la famille, c'est la base de la société. Si la famille ne va pas bien, la société ne va pas bien. Et quand la maman n'est pas là, vous savez. Alors, nous revenons. Je me mets debout devant une glace à la fin de mes menstrues. Mes bras tendus d'abord verticalement, après horizontalement et après les bras ballants. Verticalement, profil droit, malheureusement je ne peux pas faire la démonstration, profil droit et profil gauche. Je regarde mes seins à travers ce miroir-là. Et chaque examen doit être comparatif. J'examine mes seins ce mois et je compare au mois précédent. Alors, est-ce que mon sein, un des seins est plus gros ce mois que le mois passé? Est-ce que le téton ce mois est retracté, rentré dedans, comme s'il y avait quelque chose derrière là-bas qui tirait par rapport au mois passé où il était bien pointu? Est-ce que j'ai des taches ou des plis sur mon sein ce mois-ci alors que le mois passé il n'était pas là? Une rougeur, un pli, une tache, des boutons, n'importe quoi qui attire mon attention. Après cet examen debout, je dois me mettre en position assise.
les deux paumes l'une face à l'autre. Je dois faire à mes seins un mouvement d'aller et retour et je change le second côté. Alors, est-ce qu'il y a une partie qui est dure ou qui est chaude ou qui est douloureuse alors que le mois précédent, cette partie n'était pas? Ça doit attirer mon attention. Après cette position, je m'allonge sur le dos et un bras comme ça. Les doigts. Mon père, j'ai bien dit les doigts, mes chères sœurs, les doigts et pas la main. Surtout le creux là, c'est un sens interdit. Donc les doigts de la main gauche vont examiner le sein droit. C'est les doigts. C'est les doigts. Et les doigts de la main droite vont examiner le sein gauche. Et les doigts ne doivent pas être n'importe comment placés. Il ne doit pas avoir d'espace entre les doigts. Je dois bien fermer mes doigts comme ça, en creux comme ça. Les doigts comme ça. Voilà, bien fermés. Et lorsque je dois examiner un sein, le membre supérieur doit être tendu à ce niveau. Parce qu'il y a un muscle ici et il faut tirer un peu sur ce muscle-là pour que s'il y a une boule cachée, que la boule puisse se faire voir. S'il y a des lésions. Donc alors les doigts de la main gauche bien fermés comme ça vont examiner le sein gauche. Il est question de diviser le sein en 4 parties et de prendre chaque partie cadran par cadran et d'examiner. Il faut faire des mouvements circulaires comme la bonne femme africaine qui fait son maoué. Vous voyez un peu mon père. Voilà, donc des mouvements circulaires de l'intérieur vers l'extérieur, cadran par cadran. Il faut bien examiner les 4 cadrans. Mais attention, c'est bien dit cadran, donc 4 parties, mais il y a un petit piège. Parfois, il y a des nodules qui se cachent sous le mamelon, vraiment sous le bout pointu. Donc, alors quand on finit les 4 cadrans, il faut revenir au milieu et palper pour pouvoir dépister les nodules sous-mamelonnaires. Et quand on a vraiment fini l'examen minutieux de ces parties-là maintenant, il faut prendre le pouce et l'index et presser le sein pour voir. Alors, quand on demande aux femmes de presser le sein, elles prennent juste le bout. Alors que les canaux qui conduisent les liquides quittent la base du sein vers le mamelon. Il faut partir de la base. Il faut partir de la base, cher père. Appréhender le sein entre le pouce et l'index depuis la base au mamelon, au sommet, et presser pour voir. Même si c'est une goutte de liquide vilain, verdâtre ou marronné ou du sang carrément qui sort, c'est pas le lait, hein, parce qu'une femme qui allaite ou qui vient de finir d'allaiter aura le lait, ça c'est sûr, vous voyez. Donc un vilain liquide, même si c'est pas un seul petit pertu, il faut pas négliger. Parce qu'il y a des maladies qui sont unicanalaires. Vous voyez, donc il faut rien négliger. Donc il faut palper donc et faire cette expression du sein de la base vers le mamelon pour voir s'il y a un liquide et s'il y en a un, quelle est sa couleur, quelle est sa consistance. En tout cas, il faut aller à l'hôpital. Le liquide a une odeur ou pas, il faut aller à l'hôpital. Quand on a fini, il faut palper maintenant les faces latérales du cou pour voir s'il n'y a pas de petites boules que nous appelons ganglions. S'il n'y en a pas, il faut palper la région susclaviculaire. Vous voyez? Soi-même toujours. Soi-même toujours, mon père. Soi-même toujours. Et après, il faut attaquer les aisselles. Alors, quand on demande aux femmes de vérifier les aisselles pour voir s'il n'y a pas de petites boules, on fait comme ça, et voilà, il n'y a rien. Non, ce n'est pas ça. Il faut palper chaque face du creux acillaire. Vous voyez le dedans, le dehors, le bas, le haut, et puis maintenant le dedans, le creux lui-même maintenant. Il faut vraiment bien palper le creux axillaire à la recherche de quoi? De petits ganglions qui peuvent indiquer, qui attirent l'attention. Et quand on a n'importe lequel de ces signes, aspect peau d'orange, ou des plaies, ou c'est le liquide qu'il a, ou c'est une boule, aussi petite que la boule soit, qu'elle soit douloureuse ou pas, ça c'est au médecin de nous rassurer après et de dire c'est bon ou ce n'est pas bon.
Donc, l'autopalpation des seins, mon père. Après cette émission, la seule chose à ne pas oublier, c'est l'autopalpation des seins. C'est le dépistage. Le dépistage. Voilà. Qui se fait par soi-même. Par soi-même, gratuitement. Gratuitement. Voilà. Et ça lance vite l'alerte s'il y a quelques signes. Et les médecins examinent maintenant. Quand on a un de ces signes, il faut se rendre à l'hôpital. Il faut se rendre à l'hôpital. Et le médecin maintenant, par l'examen physique, qu'il pourra être complété par échographie ou mammographie, le médecin saura si maintenant il faut que cette boule soit ponctionnée, biopsiée, donc analysée pour voir son contenu, l'aspect des cellules qui sont là et tout et tout. Et c'est vraiment archi important, ces examens-là. Et selon les résultats maintenant, la prise en charge sera adaptée. Plus tôt le cancer il est dépisté, plus le traitement, la chance de guérison est très élevée. On peut le traiter. Vraiment, on traite et ça se guérit. Mais il faut que ça soit vraiment dépisté très tôt. Parce que ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est souvent, c'est dommage. Vous voyez mon père, avant là, on ne parlait pas de cancer à 30 ans. C'est le problème, oui. On ne parlait pas de cancer à 30 ans. Et mais tout de suite que je vous parle, tout de suite, 40 ans. 44 ans, le cancer, il est là, mon père. Il est là. Et à l'hôpital, il est dépisté par des examens. Il est pris en charge, il est traité. Mais quand déjà, il y a déjà des métastases, c'est-à-dire, il a déjà évolué. Tout à l'heure, on a parlé de sa diffusion de proche en proche. Quand il a déjà atteint d'autres organes, il est déjà dans le sang. Il est parti, mon père. C'est souvent trop tard. C'est souvent trop tard. Je me rappelle d'un monsieur qui était dans mon bureau avec une femme de moins de 50 ans, 2 enfants. Mon père, l'image n'est jamais partie de ma tête. Une fille, un garçon. Une fille, un garçon, peut-être 6 ans et 4 ans. Et le monsieur tournait dans mon bureau. Docteur, sauvez mon épouse. Docteur, opérez mon épouse. Docteur, on a les moyens. Ou bien, docteur, on va l'évacuer. Docteur, dites-moi. Mais la femme était déjà à un stade très avancé. Et le cancer était même rentré un peu déjà dans le bras. J'ai dit, moi, je suis une petite gynécologue. Je vais vous envoyer vers les grands patrons, au Chumel, à la maternité Lagune là-bas. C'est bien organisé. Il y a une équipe qui est là-bas, qui a été formée uniquement pour ça. Je vais vous envoyer. Mais monsieur, je vous assure, la femme n'était pas là. Je parlais au monsieur. C'est déjà trop tard. C'est vraiment trop avancé. Le stade où est votre épouse. Vous voyez, cette femme-là, elle va partir. Elle va partir. D'où la nécessité de l'autopalpation. Mon père, qu'on soit malade ou pas, chaque année, une fois, il faut aller voir son gynécologue. Il faut aller voir son gynécologue. Et dès qu'on a un doute sur un des examens de l'autopalpation, il faut aller mieux aller à l'hôpital, être rassuré, qu'on vous dise il n'y a rien et tout, que vous rentrez, plutôt que de venir à un stade avancé. Parce que nous, souvent, nous coulons les larmes. Nous coulons souvent les larmes. Et c'est dommage. Donc, alors, mon père, c'est l'autopalpation des seins. Merci pour cette explication. Cette émission aujourd'hui, nous sommes restés à donner un développement sur l'autopalpation parce que c'est très important. C'est ce que vous nous disiez, docteur. Chers amis téléspectateurs, santé et bien-être, aujourd'hui, nous avions parlé de cancer des seins. Et surtout, avec le docteur, ce qu'il faut retenir, c'est l'autopalpation. Chaque femme, vous devez continuellement et aussi avec l'intention des époux faire l'autopalpation. Elle a donné la méthode, les techniques et la procédure. Nous reviendrons aussi sur cette explication pour plus de détails, car les seins, c'est là que nous prenons, et c'est aussi la vie de la femme, la vie de nos bébés. Nous-mêmes, nous sommes passés par là. Nous avons reçu beaucoup et nous sommes réveillés là-dessus. Merci, docteur Mardis, vous êtes gynécologue, pour cette émission et pour cet éclairage que vous venez donc de donner à tous les téléspectateurs.
Merci d'être passé sur Lumen Christi et à très bientôt.